Donc, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire qui va être consacré à la cybersécurité. Avant de commencer, on va quand même parler un petit peu de contexte, hein. Donc, pour me présenter, Sabrina Grappard, je suis juriste consultante en droit des affaires et en droit des nouvelles technologies depuis plus de 18 ans chez FCN, qui est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, de conseil aussi bien évidemment. Comme vous le savez, FCN accompagne ses clients et toutes ses équipes non seulement sur les aspects comptables, fiscaux, juridiques, mais également sur des sujets transverses qui nous tiennent vraiment à cœur, comme le sujet aujourd'hui dont on va parler, la cybersécurité, qui est devenu un enjeu majeur pour l'ensemble de nos entreprises. On peut vous envoyer un certain nombre de communications par mail, notamment sur les risques cyber actuels. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de l'adjudant du Ponchel avec qui on travaille quand même régulièrement sur de la sensibilisation cyber auprès de nos équipes et auprès de nos clients, et de Lisa Ferrer qui est notre partenaire d'audit cyber, et donc elle vous en expliquera plus davantage. Quelques précisions d'organisation avant de débuter ce webinaire. Il est enregistré, donc bien évidemment, vous recevrez le replay à la fin de cette présentation. Le support également de présentation vous sera envoyé. On va gérer la salle d'attente, donc ça n'a pas de problème. S'il y a des retardateurs, ils recevront également le support. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra, ou à la fin, levez la main et on pourra peut-être, si on a le temps, décrocher les micros pour vous laisser la parole. 1 heure de webinaire, de présentation sur des aspects très concrets, du pratico-pratique. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Je laisse la parole à notre adjudant du Ponchel. Merci Sabrina, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente vite fait, je suis l'adjudant du Ponchel, référent cybersécurité pour la gendarmerie départementale de la Marne. Donc mes actions sont principalement de la sensibilisation auprès des TPE, PME, collectivités et tous les professionnels en général, associations, clubs, vraiment le maximum de personnes possible. On propose également des diagnostics gratuits cyber pour les TPE, PME. Et donc, tout ça, j'aurai l'occasion de vous en parler au cours de la présentation. Juste pour confirmation, vous voyez bien la présentation hein, là, à l'affichage? Oui? Non? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, on attaque alors. Ah, ben, ça y est, j'ai perdu la main dessus. C'est pas grave, je suis là, vas-y. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, pour commencer, je vais d'abord vous dresser un petit tableau des risques cyber et des rapports de 2022 à 2025 sur un état des lieux sur la cybercriminalité. Donc, quand je parle cybercriminalité ou faits cyber, ça a aussi bien les faits touchant les professionnels, les entreprises, les collectivités territoriales. C'est vraiment les risques cyber de façon générale, hein, donc que ce soit intrusion sur un système d'exploitation, que ce soit du vol de données, que ce soit de l'escroquerie sur Internet, c'est vraiment tout confondu. Donc, les rapports 2022 au niveau national pour la police et la gendarmerie, on a constaté 112 000 faits cyber. 2023, 278 000, 2024, 348 000, 2025, 453 000. Donc, forte évolution. Et pour l'instant, les chiffres de 2026 montrent que l'activité des cyberdélinquants est loin d'être en baisse. Pour enfoncer un petit peu le clou, je vais vous parler des tendances locales de la Marne, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement. Donc ça, ce ne sont que des chiffres gendarmerie, hein. On enlève les zones police du département de la Marne qui sont Épernay, Reims et Châlons. Donc, si vous voyez un petit peu ce qui reste au niveau du département de la Marne, des petites villes, petits villages. Donc ça, ce sont les tendances, les faits les plus communs que nous, gendarmes, constatons au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on constate énormément? Énormément d'escroqueries type Forex, les fausses plateformes d'investissement. Ça, c'est une catastrophe, hein. On est quasiment à une plainte tous les 2 jours concernant des faux investissements. Le dernier en date, début de semaine, 7 personnes ont déposé plainte pour un montant total d'1 million d'euros sur des fausses plateformes d'investissement. Donc, attention à toutes les plateformes que vous pourriez voir, toutes les pubs que vous pourriez voir sur Internet, sur les réseaux sociaux.
Je ne vous dis pas de ne pas investir, mais si vous décidez d'investir, faites-vous accompagner par des professionnels et ne cédez pas à la tentation des offres trop alléchantes. Souvent, ce sont des arnaques. Les documents sont très, très bien faits et il y a vraiment de quoi croire qu'on fait une bonne affaire alors qu'au final, on se fait arnaquer. Deuxième tendance sur le département de la Marne, les escroqueries type faux conseiller bancaire et coursier. Donc, faux conseiller bancaire, c'est ce gars qui vous appelle avec le numéro de téléphone de votre banque et qui vous dit, voilà, je suis le service fraude de votre banque, on a vu des prélèvements douteux passer sur vos comptes. Ne vous inquiétez pas, monsieur, madame, on va régler ça rapidement. Vous allez voir, ça va bien se passer. On essaie de vous faire communiquer des codes qui vous seraient envoyés par SMS, donc la double authentification, hein, souvent, quand vous faites un virement ou quand vous procédez à un paiement en ligne, on va dire, vous recevez un code sur votre téléphone et donc l'escroc, lui, ce qu'il cherche à récupérer, c'est ce code pour pouvoir, lui, valider un paiement ou valider un virement qu'il sera en train de faire depuis votre compte. Ce qu'on constate énormément aussi, c'est que ces personnes vous appellent et vous disent, voilà, pour sécuriser votre argent, on va vous demander de faire un virement sur un compte du Crédit Agricole ou de la Caisse d'épargne, un compte sécurisé. On va vous communiquer des références. Vous allez penser sécuriser votre argent et au final, vous allez vous faire vider vos comptes, simplement. Pourquoi plus coursiers? Parce qu'ils arrivent également à envoyer des coursiers au domicile des gens, prétextant avoir eu l'information que sur le département, il y avait énormément de cambriolage et que pour sécuriser les biens des personnes, donc les bijoux, les objets de valeur, on va vous envoyer un coursier et en même temps, on va récupérer votre carte bancaire. Alors ça, c'est quasiment une plainte par jour pour la gendarmerie de la Marne. Le faux conseiller bancaire, ça fait des ravages, plus particulièrement auprès des personnes âgées, mais ça touche malgré tout le monde. Il ne faut pas se penser à l'abri. Toute catégorie de personnes confondues sont victimes de ce genre d'arnaque au faux conseiller bancaire. Donc, si un jour votre banque vous appelle, un seul conseil, c'est raccrocher, tout simplement. Si vous avez un appel de votre service fraude, d'un pseudo-service fraude, vous remerciez la personne, vous êtes bien gentil de m'avoir prévenu, je vais appeler ma banque. Et surtout, vous appelez votre banque par un numéro que vous avez trouvé par vous-même, pas un numéro qu'on vous a communiqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu sur le département la brigade de Vitry-le-François qui s'est fait usurper son numéro de téléphone. Et un faux gendarme, avec le numéro de la brigade de Vitry-le-François, a appelé des personnes en disant que, voilà, l'adjudant du Ponchel, la gendarmerie de Vitry-le-François, on a été abusé par un commerçant à l'étranger, votre carte bancaire a été utilisée de façon frauduleuse. Et vous avez des paiements qui sont en attente. Je vous demandez de contacter votre service opposition, votre service fraude, et le faux gendarme communique un numéro de téléphone. Donc les gens sont en confiance, ils ont le numéro de téléphone de la gendarmerie, le gars présente plutôt bien, il a un discours qui est plutôt cohérent, et communique un numéro de téléphone, vous appelez et vous vous faites avoir, puisque forcément vous tombez sur un complice. Donc surtout, le conseil principal, si vous avez une information à vérifier, quelle qu'elle soit, que ce soit pour le faux conseiller bancaire, que ce soit pour le Forex, ou on va le voir après, pour l'usurpation, pour l'escroquerie au faux RIB, cherchez les numéros de téléphone par vous-même. Ne vous fiez jamais à un numéro de téléphone qui vous serait communiqué par SMS, par appel ou par mail. Vous allez sur Internet, si vous avez un doute, vous cherchez le numéro de téléphone et vous appelez le numéro que vous avez trouvé par vous-même. C'est le seul moyen de vous prémunir de ce genre d'arnaque. Pour la petite histoire, un faux conseiller bancaire, moi j'en ai eu un au téléphone. J'ai joué avec lui puisque je savais ce qui m'attendait. Ce qui était affiché sur mon téléphone, c'était Crédit Agricole. J'avais le numéro de téléphone du Crédit Agricole qui s'affichait sur mon téléphone. Et le gars me dit, Monsieur Duponchel, vous avez des prélèvements douteux. Donc j'ai joué un petit peu avec lui. Et au bout de quelques minutes, j'ai eu un doute. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je dois être avec mon conseiller bancaire. Pourquoi? Parce que le gars, au bout du film, a réussi à me donner le solde de mes comptes et les derniers prélèvements qui ont été effectués, les derniers paiements qui ont été effectués sur mon compte au centime près. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Pour avoir ce genre d'infos, je suis forcément avec mon conseiller bancaire. Après, je me suis dit, reprends-toi, Yann, c'est pas possible. Et effectivement, j'étais bien avec un escroc. Donc, il a perdu patience, il a raccroché. Je me suis dit, bon, il m'a dit, Monsieur Duponchel, vous êtes bien gentil, je suis là pour vous aider. Si vous n'avez pas besoin de mon aide, je raccroche. Il a raccroché. Et quelques secondes plus tard, j'ai eu un deuxième appel d'un autre monsieur qui prétendait être le responsable du service fraude du Crédit Agricole et qui m'a dit, Monsieur Duponchel, au nom du Crédit Agricole, je vous présente toutes mes excuses. Vous avez eu affaire à un jeune collaborateur qui a perdu patience
et on va reprendre le dossier ensemble. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ils ont vraiment des scénarios tout prêts en fonction de vos réactions. Donc, surtout, ne vous laissez pas manipuler par ce genre de personnes. Ça pourrait aller très, très vite et ils ont énormément d'arguments pour vous mettre en confiance et pour vous faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Donc, vraiment, faux conseiller bancaire, conseiller bancaire qui vous appelle, raccrochez et rappelez votre banque. C'est le seul et unique conseil que j'ai à vous donner pour ce genre d'arguments. Ransomware, rançongiciel, ça c'est pareil, on en a quelques-uns qui tournent pas mal sur le département de la Marne. Donc ransomware, rançongiciel, c'est un petit logiciel qui s'installe sur votre ordinateur et qui chiffre vos données. En gros, il met le contenu de votre ordinateur dans une boîte et il ferme cette boîte à clé pour récupérer vos données sensibles, vos photos, vos documents, peu importe le contenu de votre ordinateur. On va vous demander de payer une rançon. Bien évidemment, on ne paye pas les rançons, hein. Un délinquant étant un délinquant, ce n'est pas parce que vous allez payer la rançon que le gars va vous donner la clé pour récupérer les données de votre ordinateur. Et si toutefois il était un petit peu honnête et qu'il venait à vous donner la clé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir la boîte, vous allez récupérer vos données, vous serez content, vous aurez récupéré vos photos, vos données sensibles, mais vous n'allez pas traiter la cause du problème. Vous n'allez pas chercher pourquoi votre ordinateur a été chiffré. Ce qui fait que vous avez payé une première fois, donc potentiellement vous êtes un bon payeur. Le logiciel malveillant sera peut-être toujours installé sur votre PC, ce qui fait que quelques mois plus tard, l'arnaqueur en question va rechiffrer vos données et va vous redemander de payer une rançon, puisque après tout, vous avez payé une première fois. Donc pourquoi vous ne payerez pas une deuxième fois? Ransomware ou rançongiciel, comment ça arrive? Ça arrive par boîte mail, par pièce jointe. Donc soyez vigilants sur vos pièces jointes. Ne téléchargez pas, ne cliquez pas sur des liens dont vous n'êtes pas sûr. Une pièce jointe envoyée par un notaire, si vous n'avez pas de lien actuellement en cours avec un notaire, résistez à cette sensation qui est cette curiosité d'ouvrir cette pièce jointe et de voir un petit peu de quoi ça peut parler. Les ransomware, rançongiciels n'arrivent quasiment que par pièce jointe. Donc, si vous n'ouvrez pas vos pièces jointes, vous êtes à peu près sûr de ne pas avoir ce genre de choses. Escroquerie type substitution de RIB. Alors ça, c'est pareil, c'est une catastrophe, hein. On est quasiment à une plainte par jour également. Comme je vous disais, la substitution de RIB, on a eu un notaire qui s'est fait avoir pour 320 000 € sur le département marnais. Il a fait 3 virements, il a procédé à 3 virements suite à un appel de leur service comptabilité. Le comptable s'est fait manipuler et il a procédé à 3 virements pour un montant total de 320 000 € sur des faux RIB. Donc, attention, substitution de RIB, ça c'est le piège qui marche très très bien actuellement sur le département et au niveau national. En gros, vous recevez une facture ou vous envoyez votre facture à vos clients, vous demandant de payer tel ou tel montant sur un RIB. Le problème, c'est que le mail envoyé a été intercepté soit au départ donc de votre boîte mail, soit à l'arrivée sur la boîte mail du client, ou soit entre deux. La facture au format PDF va correspondre, PDF ou autre format, peu importe, va correspondre exactement au montant de la prestation. Vous allez avoir le nom de l'entreprise, vous allez avoir un numéro de téléphone, vous allez avoir le montant exact de la prestation et un RIB inséré. Donc, soit inséré dans le PDF, soit inséré dans une image quelconque, et vous allez procéder au paiement. Alors, attention, si vous recevez une demande de paiement par RIB, prenez cette habitude de rappeler la personne qui vous sollicite et de vérifier les numéros du RIB. Pas juste demander est-ce que vous venez bien de m'envoyer un RIB. Parce que la personne va vous dire oui, je viens de vous l'envoyer. Vérifiez bien les numéros FR, 76, etc., etc. Faites valider les numéros, mais toujours par un numéro de téléphone que vous avez trouvé. Je rebondis là-dessus. Selon la profession que vous exercez, on a vu des jurisprudences qui considéraient justement que sur des notaires, par exemple, il y avait une responsabilité du notaire parce que on considérait que, au vu de la profession qu'il exerçait, il avait un devoir de vigilance particulier. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail chacun de vos activités, mais sachez qu'en fonction de vos secteurs d'activité, vous pouvez aussi être considéré juridiquement responsable du préjudice qui a été du coup dont votre client a souffert si jamais il se retrouve à perdre de l'argent parce qu'il l'a viré à la mauvaise personne. Donc ça demande aussi, en fonction des secteurs d'activité, à avoir une vigilance particulière sur ces sujets-là. Lisa, je te rejoins parce qu'on a déjà eu des clients qui ont subi ce type d'arnaque et qui ont envoyé leur facture par mail à leurs propres clients. Et malheureusement, au final, l'argent a bien été viré et viré à la mauvaise personne. Et dans ces cas-là, il va falloir payer 2 fois.
Donc, les conséquences, elles sont assez graves. Ouais, il y a une jurisprudence qui est passée là-dessus, justement. Et je l'ai mis sur LinkedIn, j'en parle il y a pas aujourd'hui. Donc oui, attention, substitution de RIB. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein. Si vous avez déjà des clients qui sont rentrés avec les RIB, si vous recevez une demande de modification de RIB, prenez le temps de vérifier. Hein, surtout, et ne vous fiez surtout pas au numéro de téléphone qui pourrait être dans la facture. On a eu le cas d'une mairie il n'y a pas très longtemps qui a failli se faire avoir comme ça. La mairie reçoit une facture, la secrétaire se souvient de ce que je lui ai dit, vérifier le RIB, donc elle prend la facture reçue par mail, elle regarde le nom de l'entreprise, elle prend le numéro de téléphone qui est dans la facture, elle appelle la personne, le monsieur au téléphone lui dit oui, on a bien changé de RIB, c'est bien le numéro que vous me communiquez. Et après, elle s'est souvenue de ce que je lui ai dit, elle a dit non, jamais on prend un numéro de téléphone, on le cherche par soi-même et on appelle un numéro qu'on a trouvé. Elle cherche le numéro de téléphone sur Internet et effectivement, les deux numéros ne correspondaient pas. Elle a appelé le numéro qu'elle a trouvé et là, elle est tombée sur une dame qui lui a confirmé qu'effectivement, ce n'était pas la première personne à appeler et qu'elle confirmait bien que le RIB n'avait pas été changé, qu'elle était victime d'une tentative d'escroquerie. Donc, vraiment, ne vous fiez à aucun numéro de téléphone. Trouvez-les par vous-même. C'est vraiment super important. Mandat cash, ticket PCS et transcash. Si vous êtes sollicité pour un paiement, alors mandat cash, ticket PCS et transcash, ce sont ces cartes que vous allez acheter dans les bureaux de tabac pour procéder à un paiement, hein, que ce soit sur le Bon Coin ou sur n'importe quel site de commerce ou de vente en ligne, ou même des fois pour des réservations de location de vacances. Des fois, on vous demande ça. Alors attention, hein, tout ça, ce sont des arnaques. Hein. Les buralistes sont sensibilisés et préviennent les gens que si quelqu'un se présente en demandant un mandat cash, un ticket PCS ou transcash, ils préviennent que ce sont des arnaques, mais malheureusement, les gens n'en font qu'à leur tête et n'écoutent pas les bons conseils et malgré tout se font avoir. Donc attention, si vous connaissez des gens qui utilisent ce mode de paiement pour quoi que ce soit, avisez-les que potentiellement ils sont en train de se faire arnaquer. C'est pareil, on en a pas mal. Petite statistique, hein, en 2025, rien que pour la gendarmerie de la Marne, hein, donc comme je vous ai dit, hors secteur Épernay, Reims et Châlons, on est à 1556 procédures, ce qui représente plus de 4 procédures par jour. En gros, on n'arrête pas, hein, clairement, c'est une catastrophe. Et 2026, vous allez le voir juste après, on vient de passer les 2 914 000 € de préjudice sur le département de la Marne, rien que pour le secteur gendarmerie, du 1er janvier au 23 juin 2026. C'est une catastrophe, ça n'arrête pas. Vous avez sous les yeux un petit panel des différentes escroqueries qu'on a pu avoir. Hein. Le détail n'est pas fait, forcément, vous comprendrez, puisque des enquêtes sont encore en cours. Mais vous pouvez voir, par exemple, un conseiller en entreprise pour 10 000 €, un retraité pour 82 000 €, un assistant administratif pour 50 000 €, une entreprise pour 200 000 €. Donc vraiment, ça touche tout le monde, hein, retraités, tout secteur d'activité confondu. Comme je l'ai dit, on a un notaire à 320 000 € et là, on vient d'avoir une grosse escroquerie à 1 million d'euros de victimes, pas plus tard qu'en début de semaine. Fausse plateforme d'investissement. Donc, 2 914 000 €, je trouve que c'est plutôt pas mal pour les 6 premiers mois de l'année. 94%, c'est le nombre de cyberattaques qui ont été déclenchées à partir d'un email, d'un SMS ou d'un appel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 6% qui restent sont des failles logicielles ou matérielles. Ce sont les mises à jour que vous ne faites pas. Tout le reste du temps, les 94% du temps qui restent, des cas qui restent, c'est vous qui ouvrez la porte aux cyberdélinquants. C'est vous qui leur donnez accès à vos ordinateurs. C'est vous qui faites une action qui leur permet de vous arnaquer. Le problème se trouve entre le clavier et le fauteuil. Le risque, c'est vous. Quand vous cliquez sur un lien malveillant, quand vous communiquez, quand vous validez une opération sur votre téléphone, quand vous êtes en ligne avec quelqu'un qui vous demande de confirmer un code, c'est vous qui leur donnez accès à vos comptes, à vos ordinateurs. On n'a plus affaire à ce gars en capuche qu'on voit dans les films, le hacker derrière son ordinateur avec sa capuche en train de vous attaquer. Ça existe toujours, mais ça existe principalement pour les très grosses entreprises, pour les très grosses banques. Voilà, pour les multinationales, effectivement, ces entreprises-là se font attaquer par ce genre de pirates.
Maintenant, pour les gens, le commun des mortels, pour le particulier, pour les TPE, les PME, les petites collectivités, c'est plus de l'erreur humaine. On va essayer de vous manipuler pour vous faire une action pour justement avoir accédé à vos ordinateurs ou accéder à vos comptes. Donc, si vous êtes vigilant à la réception de vos mails, de vos appels et de vos SMS, on pourrait éviter 94% des attaques. Quand on parle de cyberattaque, voilà souvent ce qu'on imagine, hein, le gars à capuche, et bien ça, c'est fini. Hein. Je vous dis, à part vraiment pour les multinationales ou les grosses banques, les très, très grosses entreprises, oui. Maintenant, c'est plus de l'attaque d'opportunité. Vous allez vous ouvrir une porte et vous allez laisser rentrer l'attaquant par une action que vous allez faire sur votre ordinateur, valider un code, valider quelque chose. Je laisse la main. Merci Yannick. Du coup, effectivement, ce que tu disais à l'instant, on a toujours cette image du cybercriminel qui travaille dans sa cave, qui travaille dans son voilà, dans le fond de son garage. En fait, aujourd'hui, dans la majorité des cas, les groupes cybercriminels, alors je ne sais pas pourquoi j'ai un peu de mal à contrôler les slides. Ah voilà, les cybercriminels aujourd'hui, en fait, c'est pour la majorité des groupes de crimes organisés. Donc c'est quand même relativement structuré. Il faut voir ça comme des gens qui vont au bureau tous les jours et qui ont des attaques qui sont majoritairement des attaques automatisées. Comme on le disait, il est peu probable que vous soyez victime d'attaques très sophistiquées, type voilà, attaque par des acteurs étatiques, à moins que vous ayez des secteurs d'activité qui soient particulièrement sensibles, soit sensibles pour la sécurité nationale, voilà. Et sur les activistes ou les idéologues, on va plutôt être sur des profils effectivement d'entreprises avec beaucoup de visibilité parce que c'est des actions qui cherchent justement à aller avoir de la visibilité. Aujourd'hui, pour une PME, pour une ETI, le risque principal, c'est effectivement le risque du crime organisé, avec des attaques qui sont majoritairement aujourd'hui des attaques automatisées. On utilise souvent l'image de la pêche au chalut, c'est-à-dire que du coup, c'est des gens qui travaillent comme vous et moi dans un bureau, qui ont des objectifs à atteindre comme tout plein de commerciaux et qui vont du coup lancer des attaques à grande échelle sur des failles de sécurité, sur des erreurs de configuration. Voilà, l'idée, c'est d'aller taper dans des vulnérabilités connues qui ne demandent pas trop de complexité pour aller lancer une attaque. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas une cible au sens où vous ne seriez pas une entreprise particulièrement stratégique ou particulièrement visible que vous ne serez pas une victime potentielle parce que vous serez finalement pris dans une attaque automatisée. Et c'est pas parce que vous ne pouvez pas payer que vous n'allez pas quand même être victime. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que je vais lancer une attaque et puis si sur 5000 entreprises ou 5000 sites web sur lesquels j'ai lancé mon attaque, j'en ai 500 sur lesquels mon attaque marche, et si sur ces 500, j'en ai 5 qui payent, ça m'aura rentabilisé ma journée. Et donc, du coup, il faut avoir en tête que ce n'est pas parce que vous ne vous percevez pas comme une cible que vous ne pouvez pas potentiellement être une victime. L'autre chose aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé finalement depuis le début d'être vous-même les victimes, mais vous pouvez aussi devenir vecteur d'attaque sur vos clients, sur vos partenaires. On a parlé juste avant de la fraude au RIB et du remplacement de RIB. Demain, vous avez un site WordPress, un site vitrine, même pas un site très important, qui n'est peut-être même pas central à votre activité, mais en fait, on peut prendre le contrôle de votre serveur mail parce qu'il y a une vulnérabilité sur un plugin de contact et que du coup, on peut envoyer des mails à votre nom à tous vos clients en donnant un autre RIB, en transmettant des fausses factures ou des fausses informations. C'est certes pas vous qui êtes l'attaquant, vous n'êtes qu'un vecteur dans cette attaque, vous n'êtes qu'un point de passage, mais ça va quand même engager votre responsabilité potentiellement, ça va aussi engager votre image. Donc, il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que vous puissiez vous-même devenir finalement un pont vers le reste de votre écosystème.
Et puis, voilà, on le disait, la très grande majorité des attaques, elles vont passer par effectivement un clic sur une pièce jointe, répondre à un mail, à un appel frauduleux. Mais souvent, pour construire ces types d'ingénierie sociale-là, on va aller récupérer des informations sur votre entreprise pour les rendre plus crédibles. Et nous, ce qui nous arrive souvent quand on va en rendez-vous, c'est qu'on a des entreprises qui nous disent « Non, mais moi, j'ai rien d'exposé en ligne. Moi, mon activité, elle dépend pas trop d'Internet. » Oui, peut-être, mais il n'empêche que vous avez une surface d'attaque, une surface d'exposition, et que c'est par cette surface qu'on va pouvoir aller finalement ensuite progresser. Et là, votre surface, c'est quoi? C'est peut-être un site web ou plusieurs, c'est peut-être un logiciel de paye qui est connecté en ligne. Dans le logiciel de paye, j'ai peut-être les coordonnées de tous vos collaborateurs, c'est des interfaces d'administration qui traînent, c'est le site vitrine qui a été fait par un prestataire à un moment et puis finalement, du coup, qui n'est plus suivi, donc avec des modules qui sont plus à jour. Voilà, c'est vos bases de données clients. Donc, c'est aussi finalement, il faut prendre conscience. Nous, en moyenne, ça c'est des données de 2024, sur toutes les PME qu'on avait auditées en 2024, en moyenne, on trouvait 86 services. Et pourtant, dans le lot, on a plein d'entreprises qui nous disaient non, mais moi, je n'ai pas grand-chose d'exposé en ligne. Mais parce que ça va super vite, parce que vous avez aussi des serveurs mail, et donc tout ça se multiplie, surtout quand vous commencez à avoir quelques années d'activité et que vous commencez à avoir des strates dans votre système d'information qui se rajoutent les unes après les autres, et puis vous avez des services que vous utilisiez à un moment puis que vous n'utilisez plus, mais que vous avez oublié de couper. Donc voilà, dites-vous que votre surface d'exposition, c'est un peu comme un oignon, il y a toutes les couches de votre historique d'activité qui s'accumulent, et puis c'est difficile finalement d'en garder une image qui soit une image exhaustive, qui soit une image réaliste. On devrait peut-être presque faire cette étude, mais nous, souvent, on a un très gros écart entre ce que les gens pensent que leur entreprise expose et la réalité. Quand on échange avec des dirigeants, ils ont très rarement conscience de la réalité de leur surface d'exposition et très peu nous disent « Ah oui, je connais tous les points là par cœur. Je sais quel prestataire gère quel point sur le radar, nickel, pas de problème. » Pourtant, c'est par là finalement que vont rentrer une attaque. Et ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que votre surface d'exposition, ce que vous exposez à Internet de votre entreprise, c'est un peu comme une maison. Vous pouvez avoir des portes blindées à des endroits et si la porte dans le jardin de derrière, elle est grande ouverte, et finalement, vous offrez un vecteur d'entrée. Et comment ça se passe globalement finalement quand une attaque arrive, c'est que on va avoir une cartographie avec du coup une recherche de failles qui sont exploitables par les attaquants. Les failles exploitables par les attaquants, comme le disait l'adjudant du Ponchel, ça peut être vous, humain, dirigeant, collaborateur, ça peut être une faille connue sur votre site, voilà, peu importe. Et puis ensuite, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser cette porte d'entrée pour ensuite aller chercher, une fois qu'on a obtenu ce premier accès, d'autres circulations dans le système. Donc là, j'ai réussi à rentrer par la porte du jardin. Maintenant, je vais aller visiter toutes les pièces de la maison. Et ce qui fait que cette super pièce qui donnait sur la rue, que vous aviez super bien fermée à double tour, comme moi, je suis rentrée par la petite pièce du fond qui n'est jamais utilisée, qui sert de stockage et qui n'était pas très bien fermée, en fait, une fois que je suis dedans, j'ai pu y aller dans cette super pièce qui est dedans. Qui est devant. Et donc, du coup, c'est là où il va se passer ce qu'on appelle du mouvement latéral, c'est-à-dire qu'une fois que l'attaquant est rentré dans votre système, il va se balader, rebondir sur vos différents services, souvent utiliser des mails mots de passe qui traînent, qui sont utilisés sur plusieurs services, et aller chercher là où il y a l'information qui a de la valeur pour vous ou pour lui. Ça fait de l'information qui a de la valeur pour vous parce qu'elle est centrale à votre activité. Souvent, on a des gens qui nous disent moi, mon activité, elle ne se fait pas en ligne, donc même si je me fais cyberattaquer, ce n'est pas très grave. En fait, si vous perdez tout d'un coup toute la liste de vos fournisseurs, toute la liste de vos clients, peut-être que votre activité, elle est physique, peut-être qu'elle se passe dans un entrepôt, mais n'empêche que les communications avec les parties prenantes de votre entreprise, elles se passent très souvent en ligne. Et donc, du coup, demain, si je paralyse finalement vos canaux de communication avec vos salariés, avec vos prestataires, avec vos fournisseurs, avec vos clients,
même si votre activité, elle se passait de manière totalement déconnectée d'Internet, elle va être impactée quand même. Donc, du coup, ça, c'est de la donnée qui a de la valeur pour vous. Et puis, ça peut être de la donnée qui n'a pas tant de valeur pour vous que de la valeur pour l'attaquant, parce que ça va lui permettre de rebondir et d'aller, du coup, c'est ce qu'on disait, se faire passer pour vous auprès d'un tiers, utiliser les données qu'il trouve pour rendre plus crédible une tentative d'exploitation. On a tous reçu, je pense, des notifications mondiales relais, les exfiltrations de données mondiales relais. C'est ça aussi qui permet derrière de vérifier qui utilise mondial relais et d'aller rendre plus crédible la tentative d'exploitation quand on va vous appeler en disant mais si vous avez un code mondial relais, cliquez ici pour le récupérer. En fait, c'est aussi parce qu'on sait que vous utilisez mondial relais. Donc du coup, encore une fois, ces données, elles peuvent à la fois avoir de la valeur pour vous, avoir de la valeur pour l'attaquant. Donc, il ne faut pas sous-estimer finalement la valeur que peuvent avoir les données qui transitent par votre entreprise, même si vous avez l'impression qu'elles sont utiles qu'à vous et qu'elles n'ont pas tant de valeur que ça. Je fais aujourd'hui du temps, il reste 30 minutes. Aujourd'hui, du coup, c'est un petit peu ce qu'on disait sur les portes d'entrée privilégiées. On va avoir ce qu'a expliqué l'agent Fonchel pour démarrer, c'est-à-dire des campagnes de phishing, des mails piégés, des coups de téléphone. On a phishing, vishing par vidéo, enfin toute la galaxie des pièges, voilà comme ça. Ça peut être aussi effectivement des services non mis à jour, un site web, un logiciel oublié. En fait, tous les jours sortent de nouvelles vulnérabilités qui sont documentées par les éditeurs pour permettre de corriger ces vulnérabilités, mais qui donnent aussi du coup une base de données relativement à jour et accessible à tous des vulnérabilités qu'on trouve sur les différentes versions de logiciels. Donc ça peut être aussi, vous avez une version de logiciel qui n'est pas tout à fait à jour et puis qui en plus dit à quelle version il est. Et là, c'est un peu comme si vous disiez un attaquant, et ben alors pour rentrer chez moi, il faut une clé triangulaire, il faut qu'elle ait 2 petits points au bout, un petit pic après, et puis vous allez voir, ça marche très très bien quand vous utilisez une clé de ce type-là. Et puis après, effectivement, ça va être tous les accès distants mal protégés. De plus en plus, on a des collaborateurs qui sont hors site, donc on commence à avoir de plus en plus des tunnels de communication, potentiellement des transferts d'informations sensibles qui se font du coup à distance. Et donc là aussi, on va créer des nouveaux tunnels et des nouveaux points d'entrée potentiels. Donc, il faut savoir prendre les choses un peu dans l'ordre, mais effectivement, comme on disait, voilà, ça commence souvent par très simple. Et donc, du coup, ça veut aussi dire que pour se protéger, il faut aussi commencer par très simple. Et Yannick, je te rends la main. On a une petite coupure du côté de la gendarmerie. J'espère que ce n'est pas une cyberattaque. Petit souci de connexion. Oui. Il y a plus de chances que ce soit une attaque par chaleur excessive ces jours-ci. Yannick, es-tu toujours parmi nous? Non, en attendant qu'ils reviennent, on peut continuer, mais en tout cas, effectivement, ça va commencer très simplement par le petit message, le petit mail. Encore une fois, attention, une attaque qui vous touche, vous, elle peut servir à rentrer les informations que vous voyez là, qui vont rendre le message plus percutant, plus réaliste pour vos clients, pour vos fournisseurs derrière. Et donc, du coup, ça, c'est le point de départ, quoi. Tu es revenu, Yannick? Non, bon, je pense qu'il s'est déconnecté pour se reconnecter. Et je sais qu'il a pour habitude de dire que les attaques, elles se modernisent constamment. C'est pour ça qu'on essaye au fur et à mesure, nous, de vous tenir informés de tous les risques qui peuvent arriver, qu'on peut voir auprès de nos clients. S'il y a une recrudescence, on envoie toujours une note d'information auprès de l'ensemble de nos clients en disant faites attention, il y a cette recrudescence d'attaques. Et la petite dernière, c'est au niveau personnel, mais aussi professionnel, c'est qu'on a des clients qui ont reçu des photos comme quoi le colis
n'ont pas pu le mettre dans la boîte aux lettres. Sur la petite étiquette, vous voyez le nom précisément, votre nom et votre prénom, en pensant que concrètement, vraiment, on m'envoie une photo en disant qu'il y a mon nom et mon prénom, ça doit bien me concerner. Et au final, c'est complètement de l'arnaque et c'est pour essayer de susciter votre intérêt, de votre curiosité pour que vous puissiez cliquer et qu'ils puissent récupérer un certain nombre de données vous concernant. Donc voilà. Il faut être très attentif à ce qui se passe autour de nous pour pouvoir sans cesse être actualisé des connaissances qui peuvent y avoir et donc ne pas se faire avoir, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui casse un peu les codes. Et du coup, côté professionnel, ça va ressembler à quoi finalement? Ça va ressembler à une demande de changer votre mot de passe Microsoft 365 et puis vous allez arriver du coup sur une interface qui ressemble étrangement à l'interface classique par laquelle vous vous connectez. Et puis en fait, vous allez saisir votre mot de passe actuel, ce qu'on vous demande, très classique encore une fois. Et puis derrière, en fait, vous allez donner le mot de passe de votre compte Microsoft professionnel. Et donc, souvent, c'est le compte avec lequel vous accédez à l'ensemble des outils que vous utilisez au niveau pro. Et en fait, vous allez donner ce mot de passe à un attaquant qui, du coup, va le recevoir et pouvoir s'en servir bien comme il faut. Donc, voilà. Et puis, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des attaques par rebond, c'est-à-dire des attaques qui vont… vous allez avoir une première attaque et puis, vous n'êtes pas tombé dans le panneau, super, et là, vous recevez un petit mail de votre administrateur système qui vous dit « Attention, on vient de voir une tentative d'usurpation, vite, changez votre mot de passe !» Et puis là, du coup, en fait, perte de vigilance parce que vous avez l'impression que vous avez réussi à contourner la première étape. Et aujourd'hui, en fait, avec même de l'extraction de données très simples, c'est-à-dire aller chercher sur LinkedIn le nom de la personne qui est administrateur système dans votre entreprise, le nom de la personne qui est DAF. Voilà, c'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place et qui vont du coup permettre de faire des attaques en plusieurs volets comme ça pour que même si vous ne tombez pas dans le panneau au premier, vous tombiez peut-être dans le panneau au deuxième, au troisième. Et donc, à titre perso, c'est typiquement ce que disait l'adjointe Duponchel tout à l'heure sur le faux conseiller crédit. Alisa, tu as coupé ton micro. Après la tentative d'usurpation. Si je peux me permettre, Lisa, je reviens juste sur, bien sûr, sur la diapo d'avant parce que je tiens à attirer l'attention parce qu'on a eu pas mal de cas. Sur la diapo avant, voilà, avec les mails, vous la voyez tous, hein, celle-là, c'est bon? Oui. Référence Amazon, les commandes, etc. Vous voyez celle-là? Ok. Petite particularité pour celle-là, c'est que vous avez deux, entre guillemets, références AMZ 6T. Juste faites attention à ça parce qu'on a la Fédération des chasseurs de la Marne qui a fait se faire avoir l'année dernière à cause d'un mail un peu similaire où, entre guillemets, c'était marqué l'adresse mail exacte du président de l'association. Donc, c'était son prénom, point, son nom, arrobase, le nom de la Fédération des chasseurs de la Marne. Donc, la trésorière a reçu un mail demandant de faire des virements et elle s'est arrêtée à ce qui était marqué entre guillemets. Elle a pris le temps de lire l'adresse mail de l'expéditeur, elle a vu que c'était l'adresse mail du président de l'association et elle s'est arrêtée là. Mais le problème, c'est que ce qui est entre guillemets, ce n'est que du texte. Donc, le texte est facilement modifiable. Ce n'est pas parce que, entre guillemets, vous voyez la bonne adresse mail de la personne à qui vous pensez parler, que c'est forcément la bonne personne. Prenez vraiment le temps de vérifier, soit faire un clic droit, répondre à, ou passer la souris dessus pour bien lire l'adresse mail de l'expéditeur. On peut facilement se faire avoir par ce genre de piège, et je vous dis, on a eu le cas l'année dernière avec les chasseurs de la Marne. Yannick, on t'entend plus. Ça y est? Ouais. Il faut que tu restes bien droite devant ton micro, sinon on entend ta voix partir. Ça va. Voilà. Ça, c'est pareil. Le faux support technique, on a une recrudescence de ce genre d'arnaque depuis le début de l'année. Ce petit message là qui s'affiche, qui vous incite à contacter votre support technique. En gros, vous allez avoir ça, vous êtes en train de naviguer sur Internet et vous avez ce beau message qui s'affiche avec généralement un son assez strident sur votre machine qui vous incite à appeler un numéro de téléphone. Et si vous avez retenu ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'appelle jamais un numéro de téléphone communiqué de quelque façon que ce soit.
Donc, si vous n'appelez pas ce numéro de téléphone, il ne vous arrivera rien. Alors, je sais, le bruit est assez strident et on a juste une envie, c'est que ça s'arrête. Donc, on appelle et on se fait avoir parce que généralement, la personne, comme a dit Lisa, soit essaye de prendre la main sur votre machine ou vous manipule d'une façon ou d'une autre, soit vous facture un dépannage qui n'existe pas. Hein. Il suffit simplement d'éteindre le PC, le rallumer et le problème a disparu. Donc, ça tourne beaucoup en ce moment hein, sur les documents. Je continue, Lisa, ou tu prends… Non, je te laisse prendre. Ok. Alors, donc, juste pour de la sensibilisation et pour enfoncer un petit peu le clou, encore une fois, vous avez tous entendu parler quand on reçoit un mail, on ne clique pas sur les liens, on ne télécharge pas les pièces jointes. Je pense que ça, c'est de l'acquis pour tout le monde, mais en tout cas, j'espère. On ne clique pas sur un lien si on n'est pas sûr de l'expéditeur, on ne clique pas sur la pièce jointe si on n'est pas sûr de l'expéditeur. Mais la première chose pour moi qui est essentielle, c'est de vérifier l'adresse de l'expéditeur, vraiment de vérifier l'adresse de l'expéditeur. Je pense que toutes les personnes présentes sont capables de lire ce qui est écrit en dessous de l'ordre des lettres. Je pense que tout le monde arrive à lire ce qui est écrit. Mais si vous prenez le temps de le lire, vous ne lisez pas selon une étude de l'université. Vous lisez Sléon, une étude de l'université. Il faut juste saisir cette petite différence entre lire et interpréter. Je vais vous afficher une adresse mail et je vais vous demander d'essayer de compter un peu combien vous voyez de fautes dans l'adresse mail en question. Juste pour voir comme ça. Lisez l'adresse mail et puis comptez combien vous voyez de fautes dans l'adresse mail. Et on fait un petit point d'ici 10 secondes à peine. Les pronostics sont lancés. Vous pouvez interagir en conversation pour indiquer voilà, combien vous pensez que… Envoyez le nombre de fautes que vous voyez dans la conversation si vous voulez jouer. 4. Vous pouvez sortir, vous avez perdu, vous êtes victime d'une arnaque à 1 500 €. 6 fautes, vous pouvez sortir également, vous vous êtes fait avoir de 2 000 €. 6 fautes, vous êtes fait avoir également. Et pourtant, vous prenez le temps de lire et pourtant, vous savez qu'il y a des pièges. Allez, on arrête de jouer parce que le temps nous est compté. En service, le I remplacé par un L, un classique. Le administration, le I remplacé par un 1. Il manque le S à administration. Le G de gendarmerie remplacé par un Q. Eh oui. Le point en dessous du A. Est-ce que vous l'aviez vu, le point en dessous du A? Regardez bien. Le point en dessous du A. Le M de gendarmerie remplacé par un N et le V de Gouffre remplacé par un W. Alors ça, ce sont des erreurs, tout ce que je vous ai mis là sont issus de plaintes qu'on a eues dans différentes affaires, hein, des mails où il y avait un point inséré dans l'adresse mail où la personne ne l'a pas vu. Donc, vraiment, soyez attentifs quand vous lisez une adresse mail. Lisez-la, ne l'interprétez pas. Prenez le temps de la lire. Si l'adresse mail est écrite en assez gros, donc remettez ça à une taille normale de votre navigateur ou de votre logiciel qui vous permet d'accéder à vos mails. C'est écrit en beaucoup plus petit. Le R et le N. Si à la place de gendarmerie, je mets A, R, R, N. Le R et le N, en tout petit, ça ressemble à un M. Donc, vous pourriez vous faire assez facilement avoir. Un autre exemple, regardez en dessous de Air France et en dessous de Microsoft. Le point en dessous du A de Air France, c'est le point en dessous du O de Microsoft. Ça, c'est pareil. Des personnes se sont fait avoir par ce genre de choses. Donc, soyez vraiment vigilants sur les liens et sur les adresses mail. Un petit jeu. Là, vous recevez dans un mail votre lien, un mail des impôts, qui vous incite à cliquer là-dessus. Donc, vous allez vérifier l'adresse mail de l'expéditeur. Ça correspond à peu près, à part que vous n'avez pas vu qu'il manquait un S dans l'adresse mail de impôts. Et vous recevez un petit lien. Donc, si je passe la souris dessus, je ne sais pas si on le voit, l'affichage. Si je passe la souris dessus, logiquement, on devrait voir le lien s'afficher. Non, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc, si on passe ça marche. Ça marche pas non, c'est moi qui ai cliqué, mais non, ça, on ne voit pas en mode présentation. Bon, on ne le voit pas, donc c'est pas grave. Donc là, on pourrait croire qu'il n'y a pas de faute. On prend le temps de lire, https, /, OK, tout va bien, il ne semble pas y avoir de faute. Donc, on est en confiance. On clique sur le lien en question. Et on arrive sur le site des impôts. Bon, tout va bien. Hein, on est sur le site des impôts, ça se passe bien, l'adjudant du Ponchel.
je dis des conneries. Mais non, en fait, au final, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de faute visible que vous êtes sur le bon site. Comme tout à l'heure, quand je vous ai dit, quand vous recevez un mail, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de lire l'adresse de l'expéditeur. Si un jour vous cliquez sur un lien qui vous amène sur une page Internet, votre premier réflexe, ça doit être quoi? Ça doit être de regarder l'adresse du site en question. Et là, si on regarde l'adresse du site, eh bien, on voit que ce n'est pas du tout marqué impôts.gouv.fr. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces petits malins? Ils ont remplacé le I de impôt par un I cyrillique. Vous savez, ces caractères russes, le A, le I, le O, le P, le E, je crois, sont visuellement identiques à nos caractères français. Ce qui fait que dans un lien, vous ne pourriez pas voir la différence. Vous allez voir le site, la bonne adresse du site, et quand vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur ce que vous pensez être le site légitime, celui-là, celui des impôts. Et si vous ne prenez pas le temps de vérifier l'adresse en haut, vous allez vous faire avoir. Donc, comme pour le mail, premier réflexe, on lit l'adresse de l'expéditeur. Si un jour vous cliquez sur un lien, prenez le temps de vérifier l'adresse du site Internet. Une petite particularité, le HTTPS, est-ce que ça veut dire pour vous que vous êtes sur un site sécurisé? Qui dit oui? HTTPS est-il la garantie d'être sur un site sécurisé, d'après vous? Non. On n'ose pas répondre. Non, non. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que oui, parce que vous êtes sur HTTPS, vous êtes un cadenas ou HTTPS ou cadenas, c'est la même chose. Si vous posez la question, c'est que non. Bien, il y a des malins. Oui, alors HTTPS n'est pas un gage de sécurité. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un site en HTTPS que vous êtes sur un site officiel. Le HTTPS ne garantit que la sécurité des échanges entre vous et le site en face. Donc, pour schématiser, pardon pour les puristes, mais pour schématiser, en gros, HTTPS, on achète un truc qui dit que le site est sécurisé, que les échanges entre vous et le site sont sécurisés. Donc, ça veut dire qu'en gros, les données que vous envoyez au site, un site d'un escroc, il n'y aura aucun autre escroc qui pourra les voler. Mais ça ne garantit pas que vous soyez sur un site officiel. Un HTTPS n'est pas un gage de garantie, d'accord, de sécurité, pardon. C'est clair ça pour tout le monde? Oui. Je continue. Boîte mail, attention, danger. Quand vous cliquez sur ces fameux liens que vous recevez par SMS ou sur les liens que vous recevez par mail, où vous arrivez sur un site officiel, genre La Poste, genre votre compte Amazon, genre votre compte Netflix, peu importe. Pouvez-vous répondre à ma question précédente, s'il vous plaît? Je n'ai pas vu. C'était quoi la question? Alors, la question, c'est est-ce que nos codes normalement, de votre gestionnaire de mot de passe va pas saisir automatiquement vos identifiants. Par contre, le risque, c'est que vous alliez chercher vos identifiants parce que vous vous dites « Oh là là, mon gestionnaire de mot de passe, il marche pas très bien, il n'a pas saisi mes identifiants dedans. » Voilà, exactement. Un site web, une page web est unique, comme une adresse mail, elles sont uniques. À partir du moment où il y a une faute dans l'adresse mail ou dans le site web, vous tomberez n'importe où, sauf sur le site officiel. Donc, si vous avez enregistré vos mots de passe pour le vrai site, forcément, vous ne tombez pas sur le bon site. Donc, votre navigateur ne reconnaît pas et votre gestionnaire de mots de passe ne reconnaît pas le site. Donc, forcément, vos mots de passe et votre identifiant ne se rempliront pas automatiquement. Mais comme dit Lisa, vous allez vous dire, ouais, bon, ça foire. Donc, vous allez aller chercher vos mots de passe et vous allez les rentrer. Donc, attention à ça. Les liens que vous recevez par mail ou par SMS, le but, c'est quoi? C'est de vous rediriger vers une page qui va ressembler exactement à la page légitime du site en question, comme je vous ai dit, Netflix, Amazon, bref, un site où vous avez rentré un identifiant et un mot de passe. Vous allez tenter de vous connecter, donc vous allez rentrer une adresse mail, un mot de passe, et vous allez vous cliquer sur se connecter. Pas de bol, vous n'êtes pas sur le vrai site. Donc, vous allez avoir une erreur de connexion ou un message qui va vous dire que ça ne marche pas. Donc, vous allez vous dire, c'est pas grave, je réessaye plus tard. Mais en attendant, ce que vous avez fait, c'est que vous m'avez envoyé à moi, le délinquant, un identifiant et un mot de passe. Et ça, c'est super important parce que c'est la pire des choses qui pourrait vous arriver. Si vous arrivez sur un site qui vous demande de payer tout de suite quelque chose, au pire, vous allez donner votre carte bancaire, le code de sécurité derrière. Vous allez vous faire vider vos comptes d'un coup. C'est la chose la moins pire qui pourrait vous arriver. Parce que la chose la pire qui pourrait vous arriver, c'est que vous allez donner un identifiant et un mot de passe.
Et moi, cet identifiant et le mot de passe, comme beaucoup de Français réutilisent le même mot de passe sur tous les sites, et c'est une statistique de 2022 qui dit que 66% des Français réutilisent le même mot de passe sur tous les sites où ils vont, ben moi, j'ai un identifiant et un mot de passe. Donc, par exemple, je vais tenter, je vais vous donner votre fournisseur d'accès, vous allez me donner votre adresse mail qui sera votre identifiant. Je sais que vous êtes chez Orange. La première chose que je vais faire, c'est de tenter de me connecter à votre boîte mail Orange. Donc là, c'est pour un pirate débutant, hein, sachant que, comme l'a dit Lisa, maintenant, ça se fait de façon automatique. Hein. Donc moi, je débute, je ne sais pas trop faire. Donc je vais sur le site Orange et je tente de rentrer votre adresse mail et mot de passe que vous m'avez fourni. Vous faites partie des 66% qui réutilisent le même mot de passe partout où vous allez. Ben, c'est super, j'arrive sur votre compte Orange. Et là, je ne vous raconte pas les dégâts que je vais faire. Je deviens le maître de votre vie. Mais vraiment, ce n'est pas juste une image, hein, ce n'est pas juste un effet de style. Je deviens vraiment le maître de votre vie. Pourquoi? Parce que je peux faire tellement de choses à partir du moment où je suis sur votre boîte mail. Ben, je peux envoyer des mails en usurpant votre identité à tous vos contacts ou organismes. Vous envoyez un mail à Dédé, qui est votre meilleur pote depuis 20 ans, en lui disant « Hey Dédé, j'ai retrouvé une photo de toi. » Pièce jointe, photo, logiciel malveillant dans la pièce jointe. Dédé reçoit un mail de vous, il est en confiance puisqu'il vous connaît bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur le lien en question et bam, Dédé vient de se faire avoir par un rançongiciel. Par exemple, vous pouvez accéder à vos mails sensibles, impôts, banque, etc. Oui, Lisa. Je vais essayer juste, il nous reste moins de 10 minutes, donc je propose qu'on passe directement sur la partie peut-être bon réflexe Okay, et la présentation de l'audit cyber que peut proposer FCN, juste pour garder un tout petit peu de temps si jamais certaines personnes ont des questions. Ça marche. Donc, en gros, s'il y a un truc qui doit être sécurisé, comme ça je fais vite, si j'arrive sur votre boîte mail, je peux faire plein de choses. Redemander la réinitialisation des mots de passe, vous en avez mis des différents, vous comprenez que votre boîte mail, c'est vraiment le centre névralgique. Hein. Il faut vraiment que ce soit sécurisé. Donc, comment on sécurise votre boîte mail? Par un mot de passe. Et les mots de passe, ça, c'est souvent quelque chose qui est négligé. Un mot de passe, c'est quelque chose comme ça. Hein. Il faut des mots de passe, au moins un vrai mot de passe comme ça sur votre boîte mail. La probabilité de retrouver un mot de passe comme ça, c'est infime. Hein. C'est 470 milliards de combinaisons possibles. Donc, autant vous dire que si on cherche à trouver votre mot de passe, on va galérer. Donc, mettez au moins des mots de passe forts comme ça sur vos sites sensibles. Là, vous vous dites, le mec en bleu, il est sympa, mais comment on fait pour retenir les mots de passe? Et il existe des coffres forts à mots de passe. Il y en a un qui est gratuit, qui est recommandé par l'ANSSI, qui vous permet, c'est un gestionnaire de mots de passe. Après, peut-être que Lisa propose d'autres solutions, que Sabrina en propose d'autres. Moi, je vous parle de ce qui est gratuit. Gestionnaire de mots de passe, il retient les mots de passe pour vous. Vous avez un seul mot de passe à ouvrir, à connaître, c'est celui pour ouvrir le coffre-fort. Après, lui, il retient tous vos mots de passe pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir comment ça fonctionne. C'est plutôt pratique. J'accélère, hein, du coup. Hop. Comment faut-il pour vous manipuler? Eh bien, tous ces fameux leviers psychologiques, la peur, l'urgence, l'empathie, l'autorité. En gros, comme on a dit tout à l'heure, ce ne sont plus des techniciens, ce ne sont plus des dieux en informatique, ce sont des gens qui vont utiliser des logiciels clés en main qui seront fournis sur le dark web, la fameuse société de pirates qui va fournir des logiciels, et eux, ils vont juste essayer de vous manipuler pour obtenir des informations et pour obtenir des actions de votre part pour s'introduire sur votre système d'information. Donc, ne vous faites pas manipuler, ayez un sens critique, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, et surtout vérifier les informations. Allez, les bons réflexes. Un mot de passe fort différent sur chaque site. On l'a dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas de mot de passe, ne négligez pas les mots de passe. C'est le premier rempart de votre sécurité. Si vous avez des mots de passe bidons, vous avez une porte blindée avec des murs en carton. Donc, ça ne sert à rien. Il faut des vrais mots de passe. Vraiment, j'insiste là-dessus. Les sauvegardes. Sauvegardez vos données. Les sauvegardes sont très, très souvent négligées par les professionnels. Une bonne sauvegarde, c'est ce qui va vous permettre de repartir rapidement. Si vous n'avez pas de bonne sauvegarde, vous êtes foutu. Vous êtes victime à un rançongiciel, vous avez de bonnes sauvegardes à côté, hors ligne, sécurisées. Vous prenez votre PC, vous le jetez, vous allez en racheter un autre, vous remettez vos sauvegardes et vous êtes reparti. C'est ce qu'il faut se dire. Priorisez vos sauvegardes, vos mots de passe et vos sauvegardes. Donc, faites les mises à jour. Hein. Tout à l'heure, on a vu l'importance des mises à jour avec Lisa. Limitez les droits administrateurs. Je ne vais pas développer, mais arrêtez. Et il faut tester les sauvegardes. Évidemment, toujours une sauvegarde hors ligne. OneDrive n'est pas une sauvegarde.
Je ne sais pas si Lisa est d'accord avec moi, mais OneDrive n'est pas une sauvegarde. Un NAS n'est pas une sauvegarde. C'est une sauvegarde qui vous permet, l'erreur humaine, une suppression de fichier, d'aller vous récupérer un fichier, mais ce n'est pas une sauvegarde sécurisée. Lisa? Oui, tout à fait. Et du coup, on arrive dans les 5 dernières minutes de la présentation. Je propose juste de prendre 2 minutes pour présenter rapidement ce que FCN vous propose du coup sur cette partie surface d'exposition dont on a parlé pour votre entreprise. Donc en parallèle de toutes ces bonnes pratiques à adopter en tant que dirigeant, à titre individuel, voilà, l'idée c'est vraiment que vous puissiez aussi aller chercher voilà, un niveau de protection pour votre entreprise. Et donc, du coup, FCN vous propose effectivement de faire un audit cyber qui va vous permettre d'obtenir la cartographie de surface d'exposition. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le radar, avec les services exposés. Et donc, du coup, c'est une cartographie qui va vous permettre, du coup, de voir à quoi ressemble réellement votre surface d'exposition, c'est-à-dire quelles sont les portes et les fenêtres de votre système d'information. Sur ces portes et ces fenêtres, d'aller vérifier l'état des serrures et des ouvertures, c'est-à-dire de voir s'il y a des vulnérabilités connues, s'il y a des bonnes et mauvaises pratiques qui sont en place pour que vous ne soyez pas victime d'une attaque et que vous ne deveniez pas également vecteur d'attaque. Est-ce que vos mails sont bien préparés contre l'usurpation? Est-ce que quand il y a du HTTPS sur votre site, il y a aussi tout ce qu'il faut pour qu'on ne puisse pas tromper finalement et rerouter le trafic vers des sites problématiques. Voilà, sachez qu'en tant qu'entreprise, vous avez une double responsabilité, à la fois la responsabilité, vous, de vous protéger des attaques, parce que, comme on l'a vu avec l'adjudant Duponchel, ça peut vite chiffrer beaucoup. Les chiffres de l'ANSSI disaient quand même que pour des PME, le chiffre moyen, le coût moyen d'une cyberattaque, une fois qu'on ajoute à la fois le montant qui a été extorqué, le coût pour remonter un système d'information, surtout si on avait des sauvegardes qui n'étaient pas testées et que du coup on n'a pas pu restaurer ces sauvegardes. Enfin voilà, on est sur entre 3 et 5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc, ça peut vite monter à 200, 300, 400 000 euros selon la taille de votre entreprise. Il y a aussi le coût de réputation qui va être difficile à aller chercher, le coût RH pour vos équipes. Donc, ça vaut le coup, effectivement, d'aller finalement chercher cet audit, ce premier audit qui va vous permettre, en parallèle de toutes les mesures de ce qui va se passer entre le clavier et la chaise, comme le disait l'adjudant Duponchel, d'aller aussi vérifier toutes les portes et serrures de votre système d'information, c'est-à-dire de tous les points de connexion à Internet, de tous les points de connexion finalement par lesquels une attaque pourrait passer. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être pertinent. Et puis après, du coup, je vous rends la main sur la partie que faire du coup une fois qu'on a été attaqué. Ça, c'est vraiment du travail qui est préventif, à la fois vous sur comment vous préparer, comment apprendre à garder un esprit critique face aux liens, face aux sollicitations, face aux typologies d'arnaques qu'on a vues, et puis du coup comment préparer la surface d'exposition de votre entreprise avec l'audit. Et puis du coup, après, une fois que potentiellement quelque chose arrive, voilà, je vous laisse la main du coup pour terminer sur où trouver de l'aide quand on est confronté à la réalité d'une attaque. Alors, vous avez plusieurs sites, hein. Il y a cybermalveillance.gouv.fr pour trouver des informations sous forme de fiches, comme vous voyez, si vous êtes victime. Il y a plein de fiches sur cybermalveillance.gouv.fr avec une bonne partie en tout cas des risques cyber actuels. Donc, des fiches réflexes qui vous expliquent ce qu'est le risque actuel. Si vous êtes victime, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous en prémunir. Vous avez quelque chose qui est très, très, très bien fait également, c'est Sens Cyber. C'est un petit module de prévention. C'est des petites vidéos, 43 minutes et 33 minutes, qui vont vous donner une petite culture cyber. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire à titre perso, pour vos parents, pour vos enfants. C'est accessible dès le niveau fin collège. Ça va vous donner une petite culture cyber et vous faire comprendre un peu les risques actuels, comment les identifier et comment les éviter. Il y a, pour les entreprises, une plateforme de réponse à incidents. Si un jour il vous arrive quelque chose et que vous pouvez les appeler
gratuitement pour du conseil et en tout cas de l'orientation. Donc, le CSIR Grand Est Cybersécurité, c'est une plateforme de réponse à incidents qui a été mise en place par la région avec des acteurs identifiés en cybersécurité pour répondre à votre incident. Et j'élargis pour les clients FCN qui ne seraient pas dans le Grand Est, chaque région a son CSIRT. Donc, chaque région va avoir effectivement une plateforme qui est dédiée à vous accompagner. En Bretagne, par exemple, c'est Brest Cyber, mais vous en avez vraiment dans toutes les régions. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers eux. Exactement. Ensuite, vous avez également le 17 Cyber. Vous pouvez démarrer un diagnostic, mais bon, pour les professionnels, je vous dirigerai plus vers le CSIRT Grand Est, hein, le CSIRT. Ça sera plus adapté pour vous. Pour les particuliers, vous pouvez éventuellement faire un diagnostic sur le 17 Cyber où vous démarrez un diagnostic et vous allez expliquer un petit peu ce qui vous arrive et vous allez avoir des conseils, des préconisations et éventuellement mise en relation avec un policier ou un gendarme si besoin. Il y a un accompagnement gratuit pour les TPE, PME, qui est Mon Aide Cyber. Hein, en gros, on débroussaille un petit peu le chemin. On est là pour identifier les failles, pour vous accompagner. On n'est pas là pour vous juger. Hein. On fait un diagnostic, on identifie les failles principales, ce qui n'enlève pas derrière la possibilité de se retourner, d'aller vers un professionnel pour aller un peu plus loin. Nous, avec Mon Aide Cyber, on est juste là pour vraiment dégrossir le chemin et pour identifier les principales menaces, les principales vulnérabilités. Donc pour ça, vous allez sur le site Mon Aide Cyber et vous demandez un diagnostic, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Le référent cyber, moi-même, on propose des actions de sensibilisation tout public, 2 heures à peu près. 1 heure, c'est beaucoup trop court, hein, Sabrina. 2 heures, parce que je parle beaucoup. Pour tout ce qui va être comité de direction, pour les employés, pour vraiment tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me solliciter hein, si vous avez besoin. Voilà, je vous mets la petite pub qui va bien. Vous m'envoyez un petit mail sur Cybergente51. Pour les associations, les collectivités, les entreprises, vous êtes une entreprise où vous souhaitez faire une action de sensibilisation pour vos employés, n'hésitez pas à me solliciter. J'adore ce que je fais et Sabrina pourra vous dire qu'il faut m'arrêter de parler, sinon je ne peux pas. Voilà. Oui, c'est passionnant. N'hésitez pas aussi du coup à vous rapprocher de votre signataire, enfin de votre agence FCN si vous souhaitez du coup mener un diagnostic cybersécost. Voilà, les différents bureaux FCN et du coup les différents experts comptables sont là pour vous accompagner. C'est effectivement 2 choses différentes. On a les bonnes pratiques par l'adjudant du Ponchel et l'audit cyber qui permet en fait d'avoir un audit précis sur votre espace sur Internet. C'est vrai qu'on a des clients qui l'ont fait et ont été hyper satisfaits malgré qu'ils aient un service informatique parce que souvent on est dans le jus, on s'occupe du quotidien et le service informatique, ça a permis de savoir ah bah tiens, j'ai ce site qui est encore ouvert, plus personne l'administre, plus personne le gère et c'était en fait une porte d'entrée alors que on ne savait pas qu'on l'avait encore. Donc, ça permet vraiment de recenser un peu tout ce qu'on peut avoir au sein de notre entreprise et de mettre des blocs de protection pour éviter une intrusion qu'on ne veut pas avoir. Et puis souvent, c'est de la cybersécurité, ça fait un petit peu peur. C'est pour ça qu'on a fait le webinaire aussi aujourd'hui, puisqu'on a l'impression que c'est beaucoup de choses, qu'on ne sait pas par où démarrer. Le diagnostic cybersécurité, c'est aussi ce qui va permettre d'avoir une feuille de route priorisée, c'est-à-dire de commencer vraiment par les actions qui vont avoir le plus d'impact sur la sécurité de votre SI. Voilà, et ça n'empêche pas en parallèle d'adopter également toutes les bonnes pratiques dont on a parlé aujourd'hui. Alors, on a dépassé de 4 minutes, on est désolé, mais si vous avez des questions, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou de prendre la parole si vous souhaitez. Vous pouvez lever la main et on pourra activer votre micro. Je vous remets également les coordonnées directes de l'adjudant du Ponchel si vous voulez suivre les actualités. Alors, on a une question. C'est bon. Je pense que vous pouvez activer votre micro, Monsieur Lotte. Noémie, je ne sais pas si c'est bloqué de ton côté parce que moi, je pense que les micros ne sont pas bloqués.
Sinon, n'hésitez pas à taper votre question dans le Je chat. n'ai pas bloqué les micros. Oui. je pense que- Ouais, il me semble que non. Ah, Oui, c'est bon. ça y est, ça C'est marche. bon, très on bien. vous entend. Merci. Oui, alors j'ai été l'objet d'une transformation de facture avec un changement de RIB. Hein, ça s'est fait en 2 heures. Alors je me pose la question comment, parce que mon fournisseur m'appelle, il me dit je vais vous envoyer la facture, je ne la reçois pas tout de suite, je la reçois 2 heures après. Il avait repris exactement la même facture, il avait changé le RIB. J'ai reçu, j'ai dit bon ben il a changé, tiens c'est bizarre, il a changé de RIB, mais parce que j'avais déjà payé un acompte, et je me suis fait avoir comme un gamin quoi. Hein. Première chose, j'en parle à ma banque qui me dit ben oui c'est de votre faute, je l'ai reconnu, ok c'est ma faute, sauf que j'ai dit mais attendez, comme ça, je dirais il y avait quand même un destinataire au bout du nouveau RIB, et c'était dans une autre banque qui était je dirais, sur Metz, et je dis, bon, ben, on pourrait peut-être contacter je dirais, cette banque-là, parce que c'est un client de cette banque-là. Hein. Il y a une crapule qui est de l'autre côté, il y a une banque qui l'abrite quand même. Hein. Bon, alors j'ai toutes les difficultés. Pour finir, on m'a dit, ben, vous n'avez qu'à essayer de les joindre. Donc j'ai essayé de les joindre, bien entendu, pour rentrer dans la banque. Derrière, on me dit, est-ce que vous avez un compte? Bien entendu que je n'avais pas de compte. Hein, et je me suis retrouvé gros gens comme devant. Hein. Donc, bon, j'ai fait bien entendu une déclaration. J'ai jamais eu de nouvelles, bien entendu, mais je me dis, ces gens-là, il y a des banques qui hébergent des crapules et nous, on ne peut rien faire. Oui. Voilà. Alors, sachez que normalement, les banques, elles ont la capacité d'annuler un virement si vous intervenez effectivement assez rapidement. Et il faut parfois insister beaucoup auprès de la banque pour qu'ils le fassent, mais ils sont normalement en capacité de le faire. On peut vous demander de prouver un dépôt de plainte pour le faire. Et après, bah, c'est ce qu'on disait. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on reprenne des habitudes et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un changement de coordonnées bancaires d'un prestataire, client, peu importe, il faut systématiquement contre-vérifier au téléphone. Et effectivement, ça ne va pas vous aider pour le passé, mais c'est aussi, voilà, je pense qu'il faut changer certains réflexes et se dire qu'aujourd'hui, bah, on est dans un environnement dans lequel on est obligé de mettre en place ce genre de protection, quoi. Je Mais comprends comme bien. Quelque chose, il faut partir de l'idée que toutes les sollicitations sont des tentatives d'arnaque. Partez de ce principe-là. Oui, oui. Tout ce Non, qu'on mais vous- là, je comprends tout à fait ce que vous me dites, mais vous me dites la même chose que ma banque, c'est débrouillez-vous avec la banque en face, quoi. Hein. Et ça, j'ai pas accepté. Non, Quoi. Non, c'est- votre banque, normalement, est censée, du coup, Monsieur avoir Lott, la possibilité de moi, ce que s'opposer. j'aimerais bien savoir, c'est quand vous êtes allé voir votre banque, ça faisait combien de temps que vous avez fait le virement? Vous avez agi Alors, immédiatement? ce qui s'est passé, c'est que j'ai renvoyé, bon, j'ai payé, et quand au bout de lendemain, mon fournisseur m'appelle, il me dit mais comment ça se fait que vous m'avez pas payé, vous m'avez pas réglé. Je lui dis bah, attendez, je vous ai envoyé. Donc je reprends le mail je dirais de l'arnaqueur et je lui dis ah ben comment ça se fait, vous n'avez rien reçu. Hein, parce qu'il y avait eu le téléphone entre deux en direct avec mon fournisseur. Et l'arnaqueur me répond mais vous inquiétez pas, tout est réglé, c'est bon. Donc je m'en occupe pas et 8 jours après, mon fournisseur m'appelle une deuxième fois pour me dire mais attendez, c'est toujours pas arrivé alors que vous me l'aviez dit par téléphone. Et donc, c'est là où je me suis aperçu, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en 2 heures, entre 9 heures du matin et 11 heures, alors qui est capable de capter quelque chose, et est-ce que ça peut je dirais, revenir chez un particulier comme ça, quoi. Alors j'ai changé mon mot de passe de mail, mais... Ah, ils avaient pris la main sur votre système, c'est pas le mail qui a été intercepté, ils avaient pris la main sur votre ordinateur. Ben, je ne sais pas s'il a pris la main sur mon ordinateur, mais il y a avait... deux possibilités. Oui. Après, peut-être on ne peut pas rentrer dans des cas trop précis ici, voilà, ne serait-ce que pour aussi garantir la confidentialité de ce genre de sujet. Mais je pense qu'effectivement, à garder en tête, c'est que il faut réagir rapidement parce que je crois que les banques ont quelque chose comme 24 heures pour faire une opposition après virement. Et donc, du coup, c'est plus vous réagissez vite de manière générale, plus en tout cas vous avez une gamme de possibilités qui est large sur ce que vous pouvez mettre en œuvre. On a une deuxième question, peut-être, pour terminer la session.
Monsieur Lagoutte, vous pouvez activer votre micro. Ah, vous m'entendez? On vous entend. Oui. Bon. Moi, j'avais une question à poser parce que j'ai eu un mal fou à me connecter pour voir le début du webinaire. Est-ce que vous enverrez un Le support et résumé? la vidéo. Oui, Oui. le replay sera envoyé. D'accord, c'est bon, c'est tout. Merci. De rien. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer ce webinaire. On vous remercie de votre présence et on vous souhaite une très belle journée, une très chaude journée. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci à Et tous. Au revoir. hydratez-vous, c'est pas un conseil cyber, mais c'est un conseil d'actualité.